Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous voir nombreux au festival Histoire et Cité pour entendre parler de Victor Hugo, donc cet écrivain consacré du 19e siècle qui considérait la littérature comme un cri à la société. J'ai envie de dire aujourd'hui à la cité. Et donc une voix engagée, puissante, adressée et victorieuse. Pour en parler, je vous présente Martin Rueff, professeur de littérature française à l'Université de Genève, où il occupe depuis 2010 la chaire dédiée au XVIIIe siècle, après avoir été maître de conférences à l'Université Paris 7 Diderot. Martin Rueff est spécialiste de Rousseau, mais ses travaux de critique et de philosophe excèdent cependant largement le XVIIIe siècle. Il s'est intéressé à la poésie contemporaine, française et italienne, et également à la poétique nominale et pronominale. Il a contribué à l'édition des œuvres de Claude Lévi-Strauss et de Michel Foucault dans la bibliothèque de la Pléiade, et s'est aussi consacré en traducteur ou en critique aux œuvres de Cesare Pavese, Italo Calvino, Carlo Ginzburg et Jean Starobinski. Il est actuellement co-rédacteur en chef de la revue Poésie, dirigée par Michel Deguy, et président de la société Jean-Jacques Rousseau. Si Martin Rueff a décidé de nous parler aujourd'hui de la mer, du motif marin, c'est que cela rejoint non seulement sa passion marseillaise pour le water-polo, mais également ses préoccupations de poète. Icare, qui crie dans un ciel de craie avant d'être projeté dans la mer, est le héros semi-aquatique, semi-aérien de son dernier recueil de poèmes, publié en 2007 aux éditions Belin. Quant à son prochain recueil de poésie, qui sortira cet été, il porte apparemment sur le thème de la jonction, peut-être inspiré de son expérience genevoise. Aujourd'hui, c'est toutefois en stylisticien que Martin Rueff aborde la mer, l'eau, le motif marin, dans les romans, mais également dans la poésie de Victor Hugo, afin de soulever, à travers une comparaison avec Baudelaire, des questions de poétique et des questions d'esthétique. J'annonce également qu'à la suite, donc directement après la conférence, Martin Rueff va dédicacer ses deux derniers ouvrages que vous voyez ici, qu'il a publiés au début de l'année aux éditions Mimesis. Donc c'est un diptyque qui réfléchit en fait à l'articulation des passions, du logos et du langage à partir de Rousseau, mais pas uniquement. Voilà, donc directement après la conférence, dans la bibliothèque, dans la librairie Payot du festival. Voilà, bonne conférence, merci. Merci à vous, Pauline. C'était très éloquent. La rafale, l'eau, la nuée, l'illimité, l'inhabité. Nul ne passe au rocher Douvres qu'égaré. Les granites sont d'une stature brutale et hideuse. Partout, l'escarpement, l'inhospitalité sévère de l'abîme. C'est la haute mer. L'eau y est très profonde, un écueil absolument isolé comme le rocher Douvres attire et abrite les bêtes qui ont besoin de l'éloignement des hommes. C'est une sorte de vaste madrépore sous-marin. C'est un labyrinthe noyé. Il y a là, à une profondeur où les plongeurs atteignent difficilement, des antres, des caves, des repères, des entrecroisements de rues ténébreuses. Les espèces monstrueuses y pullulent, on s'entre-dévore. Les crabes mangent les poissons et sont eux-mêmes mangés. Des formes épouvantables, faites pour n'être pas vues par l'œil humain, errent dans cette obscurité vivante. De vagues linéaments de gueules, d'antennes, de tentacules, de nageoires, d'ailerons, de mâchoires ouvertes, d'écailles, de griffes, de pinces, y flottent, y tremblent, y grossissent, s'y décomposent et s'y effacent dans la transparence sinistre. D'effroyables essaims, nageant, rôdent, faisant ce qu'ils ont à faire. C'est une ruche d'hydre. L'horrible est là, idéal. Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu, c'est la voir du côté terrible. Le gouffre est analogue à la nuit, là aussi il y a sommeil,
sommeil apparent du moins, de la conscience, de la création. Là s'accomplissent en pleine sécurité les crimes de l'irresponsable. Là, dans une paix affreuse, les ébauches de la vie presque fantômes, tout à fait démons, vaguent aux farouches occupations de l'ombre. Il y a 40 ans, deux roches d'une forme extraordinaire, s'il y en est de loin l'écueil Douvres, au passant de l'océan, c'étaient deux pointes verticales, aiguës et recourbées, se touchant presque par le sommet. On croyait voir sortir de la mer les deux défenses d'un éléphant englouti. Seulement, c'étaient les défenses, hautes comme des tours, d'un éléphant grand comme une montagne. Ces deux tours naturelles de l'obscure ville des monstres ne laissaient entre elles qu'un étroit passage où se ruait la lame. Ce passage tortueux, et ayant dans sa longueur plusieurs coudes, ressemblait à un tronçon de rue entre deux murs. On nommait ces roches jumelles les deux Douvres. Il y avait la grande et la petite. Une des plus étranges du groupe Douvres s'appelle l'homme. Celui-là subsiste encore aujourd'hui. Au siècle dernier, des pêcheurs, fourvoyés sur ces brisants, trouvèrent au haut de ce rocher un cadavre, et à côté de ce cadavre, il y avait quantité de coquillages vides. Un homme avait naufragé à ce roc, s'y était réfugié, y avait vécu quelque temps de coquillages et y était mort. De là ce nom, l'homme. Les solitudes d'eau sont lugubres, c'est le tumulte et le silence. Ce qui se fait là ne regarde plus le genre humain, c'est de l'utilité inconnue. Tel est l'isolement du rocher Douvres, tout autour, à perte de vue, l'immense tourment des flots. Sans doute fallait-il lire cette page puissante des travailleurs de la mer pour voir s'opposer sur le rivage de notre étude les deux principes qui animent le roman et dessinent sans doute deux forces immenses à l'œuvre dans l'imaginaire de Hugo, et par-delà Hugo même, qui sut leur donner leur plus forte expression, à notre imagination de la matière, où, entre ciel et mer, l'eau donne forme à nos rêves et à nos cauchemars. D'une part donc, le principe de l'illimité, de l'indistinction des formes, indistinction horizontale et verticale aussi, profondeur de l'eau, de la perdition et de l'oubli. C'est, la formule est frappante et peut rappeler la thèse de Haebel sur le sens des mots primitifs, thèse qui était chère à Freud, la haute mer, ce qui veut dire à la fois la mer la plus éloignée du rivage et la mer où la surface est le plus éloignée du fond. En haute mer, tout refuse, rejette, condamne l'homme. C'est ce que Hugo appelle l'inhospitalité sévère de l'abîme. Rien n'est fait pour l'homme, rien n'y est fait par l'homme, rien n'attend l'homme. Tout au contraire l'y tue. Surface de mort, plaine terrible que la haute mer, mais cette surface de haute mer révèle, vous y avez été sensible, une épaisseur d'entrailles grouillantes où se livre un combat sans visage ni repère et qui désoriente comme un labyrinthe de noyés. On est frappé par la description des abîmes. Hugo y plonge avec son imagination. Il décrit le fond comme une espèce de sous-bois agité par des forces mauvaises. On s'entre-dévore, dit-il. Le pronominal, ici, dit la bagarre de l'informe. Précisons ensemble le travail de l'écrivain et relisons une phrase précise. Des formes épouvantables, faites pour n'être pas vues par l'œil humain, errent dans cette obscurité vivante. Que seraient donc ces formes et pourquoi là? Il faut donner tout son poids à l'écriture de Hugo. Sa plume, vous allez voir, va nous mener loin. Certes, selon une lecture rapide, on dira que ces formes soustraites à la vue des hommes sont faites pour être vues par des yeux surhumains. Mais ces fonds sous-marins ne sont pas là, on le comprend vite, ad maiorem gloriam Dei, pour que l'homme contemple dans les sous-bois, dans les sous-sols, dans les bas-fonds, la gloire de Dieu. Sont-ils alors la main du diable? C'est plutôt que l'imagination de l'écrivain, qui dérive dans les profondeurs, se trouve à même de dévoiler un cosmos de phénomènes, une espèce de machinerie, un théâtre. Hugo écrit de l'eau profonde, une vérité profonde, qui est la puissance de l'informe, puissance qui hante notre imaginaire, qu'elle brouille par indistinction des limites, ou par contamination, par défaut ou par excès. L'approximation, c'est une sorte de vaste madrépore, ce qui libère un imaginaire de mauvaise mère, où il faut entendre aussi, bien sûr, les connotations maternelles qui s'associent au mot madrépore.
La mer sous-marine engendre des monstres qui conjoignent toutes sortes d'organes d'agression. Gueule, antennes, tentacules, nageoires, ailerons, écailles, griffes, pinces, comme dans une espèce de tableau de Saint-Antoine sous-marin. Cauchemars d'enfants qui donnent des noms à ces craintes les plus terribles et qui, en les nommant, les partagent. À l'origine du monde de Hugo, à la source aussi de sa création verbale, de son invention imaginaire, il y a le chaos qui affecte tout et qui rattrape tout. On peut penser à Jean Valjean, au bagne de Toulon dans Les Misérables. Je cite, il voit une foule, Hugo dit, il distinguait ça et là dans cet ensemble fourmillant et difforme. Et Hugo pense la multitude du social comme il pense la profondeur de la mer, comme l'hétérogénéité d'une masse accablante, une guerre de morceaux que ne semble pouvoir rendre aucune classification logique, hors l'hostilité réciproque de ces fragments reliés. Les blocs sombres de la société, comme ici ceux du paysage, sont dominés par le choc, le contre-choc, la guerre, le chaos et le tohu-bohu. La difforme multitude se voit refuser tout espoir de stabilité. Les bêtes sous-marines errent, flottent, tremblent. Le mélange est mêlé, pour ainsi dire, tout y bouge sans cesse. Tous ces morceaux épars et déchirants s'y agitent les uns contre les autres, en un mouvement dont nous échappe à la fois l'origine, l'orientation et la fin. Ce va-et-vient, qui est le mode énergétique du pêle-mêle, il arrive souvent que Hugo le nomme fourmillement, quand il fixe l'infinitésimal et qu'il prend les allures d'une frénésie, d'une folie, sans sujet ni échappée. Mais ici, le mouvement chaotique est rêvé dans son rapport avec un fond possible. Sous l'eau, l'amas ne fourmille pas, il flotte. Il ne se rattache à rien, ses morceaux ne s'appuient sur rien, sur aucune solidité ni sensible ni ontologique. Les monstres marins du Madréport ont pour seul soutien leur ligne de flottaison, élusive certes, celle d'un vide d'eau, d'une profondeur glauque et inscrutable. C'est alors que se dessine chez Hugo la double issue de la dérive et de la noyade, ce qui flotte vers l'horizon et ce qui s'enfonce dans l'abîme. Et c'est pourquoi, pour le dire, Hugo doit s'y enfoncer lui-même. Nul texte, je crois, n'illustrerait mieux la conviction de Bachelard qu'il y a une imagination de la matière qui n'est pas une imagination de la forme. C'est la matière elle-même qui libère son imaginaire et vient à notre rencontre pour informer le nôtre. Hugo compose ici un chapitre inédit de L'eau et les rêves, qu'on appellera facilement L'eau et le cauchemar. Mais il souligne aussi que l'eau est la matière des songes. Il en tire des leçons d'esthétique que j'essaierai de développer tout à l'heure si je le peux, et notamment cette formule assez incroyable, enfin on ne dit pas ça, cette formule, l'horrible est là, idéal. Entendons bien ce qui se joue ici. Dans le chaos mobile des flottements sous-marins, notre peur imagine l'horrible sans forme. Il le pressent, il le cherche à tâtons, il lui donne une chair qui n'a pas de corps. Hugo va très loin ici. Si l'horrible est idéal, ce n'est pas seulement parce que la profondeur terrifiante est idéalement horrible, qu'elle en proposerait, si vous voulez, comme l'idéal type, mais aussi parce qu'elle porte un nouvel idéal, un idéal esthétique neuf, l'idéal de l'horreur. Quelles sont ces coordonnées, alors même que toutes les coordonnées disparaissent ici? Tout est affaire des limites de la représentation. Figurez-vous, demande Hugo, comme le faisait Pascal, figurez-vous. Tentez donc de contenir par l'effort de votre pensée les données d'un visible qui vous est soustrait. Et c'est là que surgit la phrase géniale. Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu. Je la répète, parce que voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu. À savoir donc une équation à deux inconnus, si vous me permettez. D'une part, parce que la mer rend impossible la distinction du dedans et du dehors. Il n'y a pas de dedans de la mer ou du dehors de la mer. La profondeur des eaux n'est pas l'intérieur d'une surface, c'est plutôt la surface dans son épaisseur ou comme un fond remonté. La formule acquiert alors comme une dimension métaphysique.
Le dedans de la mer, c'est comme la chair de la peau. Cette ontologie profonde, Hugo va la reverser sur une doctrine des facultés. Voir le dedans de la mer, c'est imaginer l'inconnu. Entendez que l'imagination ira là où la vision ne va pas et ne peut jamais aller. Il faudra dans un instant prendre cette thèse très au sérieux. Plongeons donc avec Hugo dans la chair de la mer. C'est opérer une inversion et découvrir le côté terrible, moins aimable que cette vision, plonger dans le gouffre et la nuit, gagner le sommeil. Une équivalence se met ainsi en place. Le dedans de la mer, d'un point de vue ontologique, égale le gouffre, égale la nuit, égale le sommeil. Mais ce sommeil, nous dit Hugo, n'est qu'apparent et c'est le contraire qui s'opère. Le sommeil libère une connaissance par les gouffres où la conscience accepte de perdre les prérogatives de la maîtrise. Et se lève alors un peuple de fantômes. Cette armée des ombres, il faut en préciser l'étrange nature. Ce sont, dit Hugo, des ébauches de vie. Elles ne sont pas arrivées à l'accomplissement de la forme, elles sont en puissance et leur puissance va déflagrer. Ce sont des fantômes, des démons, des ébauches partielles, des étapes effrayantes, les étapes de la création. On pourrait poursuivre l'analogie que Hugo insinue entre les fonds marins et les bas-fonds de la société, ce qui serait une manière de faire un lien entre les misérables et les travailleurs de la mer. Quand il évoque, vous vous souvenez peut-être, cette formule vous a frappé, il dit le labyrinthe des fonds, présentait des rues ténébreuses, Dans un cas comme dans l'autre, le tas n'est pas, dans cette perspective onirique, posé comme un tout, mais comme une somme labile de déchets séparés du tout, comme un rassemblement, un ruissellement éphémère de haillons, de fantômes ou de décombres. La forme peine à s'accomplir ici. La peine tracée, comme dans les dessins de Hugo d'ailleurs, refuse de prendre contour, il reste perdu dans les limbes de l'ébauche, terme clé. Une création a été entamée ici, mais elle semble s'être arrêtée à mi-chemin de ce qui aurait dû être son accomplissement normal. La création s'est arrêtée à l'état d'esquisse, inachèvement qui autorise tous les flottements ultérieurs de la définition et de l'apparence, toutes les perditions dans les grands fonds où l'objet ne peut s'enlever. Je dirai dans un instant comment Hugo s'est exploité une loi du psychisme. Cette angoisse de l'inachevé, cette horreur idéale du fond, sans contour ni saillance, sans arrêt où nous pourrions fixer notre regard, il faut lui donner une forme, car elle nous rassure dans la mesure même où elle nous permet de fixer l'objet de nos peurs. La merveilleuse invention du titre, vous allez être frappé, ce n'est pas d'Hugo. La merveilleuse invention du titre, les dents de la mer, est un raccourci de cette loi. C'est la mer elle-même qui fait peur, bien sûr, et pas le requin qu'il faut toujours imaginer plus humain, plus méchant, plus grand, plus XXL, 2 fois plus XXL et sans doute génétiquement modifié. La peur des fonds se donne un corps de peur. Et le requin est là pour nous rassurer, dans la mesure même où il nous dit qu'il y a un corps dans le sans-corps et que ce corps même a des dents. Je ne dis pas que ces dents sont rassurantes, mais je dis que le fait de figurer une forme qui donnerait corps à nos peurs nous permet de nous arracher à la peur de l'informe. Hugo inventera mieux que le requin, car son requin, mais je n'anticipe pas, vous le verrez, a un corps de mer. Mais il faut dire ici que ces formes informes, Hugo ne prétend jamais les tenir à distance. La vision hugolienne n'a rien d'un face-à-face, elle exclut toujours l'équanimité du panorama, elle n'est pas un spectacle, elle n'est pas un surplomb, elle emporte le visionnaire loin de lui, hors de lui. Chez Hugo, l'horrible capte, happe, dévore. Mais face à l'abîme et à son inhospitalité, face au fond sans fond du dedans de la mer, se dresse un autre principe, l'écueil d'Ouvre, les 2 pointes verticales dressées dans le ciel. D'un côté, la plaine liquide, horizontale et molle, de l'autre, la roche verticale et dure. C'est un animal aussi, mais cette fois-ci, un animal bien dessiné,
massif, c'est l'éléphant. Bon, il n'y a qu'Hugo qui peut mettre un éléphant dans une crique bretonne. Hein, ça, rien que pour ça, il faut lire ce livre. Les deux roches sont comme les défenses d'un éléphant, vous avez compris, sommeillant sous les eaux. Et je veux insister pour ma part sur ce qui distingue ces deux principes. Mais il nous faut dire d'emblée, avec Hugo, ce qui se dresse, quand se dresse le second principe, il le dit en toutes lettres, c'est l'homme. Puisque, hein, vous vous souvenez, le second rocher de Douvres s'appelle l'homme. Le rocher a été nommé l'homme parce qu'un homme y a été trouvé, mais quand Hugo commente l'écueil Douvres, il précise que les solitudes d'eau sont lugubres et que ce qui se fait là ne regarde plus le genre humain. D'un côté, donc, la mer, de l'autre, l'homme. D'un côté, la mer, et de l'autre, le travailleur. On ne peut tout simplement pas être un travailleur de la mer, car c'est impossible. C'est 3 fois impossible. C'est impossible parce que la mer déforme et que Hugo en célèbre l'horreur idéale, alors que le travail, du moins en droit, forme, informe, conforme. C'est impossible parce que la mer est un processus sans sujet qui ne cesse d'effacer la figure de l'homme, le fait dérivé ou le noie. Et c'est impossible, enfin, parce que le temps de la mer est celui de la disparition et de l'érosion, de l'absorption sombre et de la destruction, et que le temps du travail des hommes, est celui de la construction. L'opposition des deux principes culmine au reste dans le naufrage de la Durande sur le rocher de l'homme au livre 6 de la première partie. On sait qu'au moment même où il se croit sauvé parce qu'il se dresse sur le dur et qu'il plonge, le héros méchant est absorbé par la mer. Je cite. « Comme il tombait de haut, il plongea profondément, il entra très avant sous l'eau, atteignit le fond, le toucha, côtoya un moment les roches sous-marines, bon ça c'est Hugo, il ne peut pas ne pas faire des vers dans sa prose, puis donna une secousse pour remonter à la surface, et à ce moment-là, il se sentit saisi par le pied. Au moment où Gilliatt, venu sauver la Durande, s'approche des Douvres, il accuse lui aussi le contraste des deux principes. Voilà ce qu'il dit. D'ordinaire, la mer cache ses coups. Elle reste volontiers obscure. Cette ombre incommensurable garde tout pour elle. Il est très rare que le mystère renonce au secret. Certes, il y a du monstre dans la catastrophe, mais en quantité inconnue. La mer, formule antithétique parfaitement hugolienne, est patente et secrète. Elle se dérobe, elle ne tient pas à divulguer ses actions, elle fait un naufrage et elle le recouvre. L'engloutissement est sa pudeur. La vague est hypocrite, elle tue, elle vole, elle récèle, elle ignore et elle sourit, elle rugit, puis elle moutonne. Ici, rien de pareil. Les Douvres, élevant au-dessus des flots la Durande morte, avaient un air de triomphe. On eût dit, c'est l'éléphant, 2 bras monstrueux qui sortaient du gouffre et montraient aux tempêtes un cadavre de navire. C'était comme quelque chose, comme un assassin qui se vante. Et pourtant, si la mer et le travail semblent 2 principes opposés, le roman tente de les réunir, de les rapprocher et de dire, dans ce roman marin, le récit d'un travail, le travail des hommes. Ce roman, Hugo voulait qu'il eût une portée politique. Il le dit très nettement dans l'avertissement du roman, que je cite, « La religion, la société, la nature, telles sont les 3 luttes de l'homme. Ces 3 luttes sont en même temps ses 3 besoins. Il faut qu'il croie, de là le temple. Il faut qu'il crée, de là la cité. Il faut qu'il vive, de là la charrue et le navire. Mais ces 3 solutions contiennent 3 guerres. La mystérieuse difficulté de la vie sort de toutes les 3. L'homme a affaire à l'obstacle sous la forme superstition, sous la forme préjugé et sous la forme élément. Une triple ananké, une triple nécessité pèse sur nous. L'ananké des dogmes, la religion, l'ananké des lois, la société, l'ananké des choses. Dans Notre-Dame de Paris, l'auteur a dénoncé le premier, dans Les Misérables, il a signalé le second, et dans ce livre, il indique le troisième. À ces 3 fatalités qui enveloppent l'homme se mêle la fatalité intérieure, l'ananké suprême, le cœur humain.
Les travailleurs humains sont donc le roman de la lutte sociale et politique contre un élément, et l'élément ici, c'est l'eau. Je dis ça pour rassurer ceux qui m'ont invité dans ce festival. Nous qui sommes tout uniment, embarqués et débarqués, nous qui construisons les institutions de nos vies sur la terre ferme, nous qui avons l'impression si souvent de perdre pied et qui avons peur même de perdre le fond de l'eau, cette ventouse immobile qui nous menaçait et qui est aujourd'hui menacée puisque la terre des hommes la mange avidement, nous surtout qui ne saurions distinguer l'expérience des eaux de l'imagination matérielle par laquelle nous constituons notre rapport le plus intime aux choses et qui ne cessons de nous interroger sur la manière dont l'écriture, l'histoire des formes et des arts configurent ce que nous sentons, il nous faut nous tourner sans crainte vers Hugo, le travailleur de la mer, l'homme océan. Mais cet océan, il faut l'affronter pour ce qu'il nous donne à sentir et à penser, et à commencer par cela qu'énonçait Gilliatt, le héros des travailleurs de la mer, à savoir que voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu. Qu'attendons-nous de cette lecture? Un triple enseignement, sans doute. Merci. À l'eau. C'est d'une part que nous entendons nourrir une réflexion sur l'imaginaire de l'eau, sur sa rêverie. Quand il s'affaire pour sauver la Durande et qu'il s'endort la première nuit, Gilliatt est ainsi évoqué par Victor Hugo. Gilliatt avait de la chimère autour de lui. Il est dans l'eau, hein. Alors Hugo joue sur le mot composé chimère, hein, c'est-à-dire que la mer qui est comme une chimère, c'est-à-dire un composite invraisemblable. Le demi-étonnement de la nuit s'y ajoutant, il se voyait plongé dans l'impossible, il se disait « je rêve ». Bachelard a raison contre Sartre. Il faut tenter d'appliquer aux choses, à leur structure même, une méthode de déchiffrement objective qui ne suppose aucun renvoi préalable au sujet. Lorsque, par exemple, je veux déterminer la signification objective des profondeurs, je vois, par exemple, que cette profondeur est sans forme, et qu'elle me caresse, et que sa caresse est inquiétante, et que cette inquiétude est attirante. C'est là une constatation, dit Bachelard, qui n'a rien de subjectif. C'est l'objectivité de la matérialité aquatique qui commande ça. C'est sa légalité propre. Et lorsque je veux déterminer la signification de cette profondeur, que j'essaie de le comparer à d'autres objets situés dans d'autres régions d'existence, mais également objectifs, également transcendants, des idées, des personnalités, des relations dont je peux dire qu'elles sont profondes. Je dis bien des idées profondes, des idées qui m'attirent, par exemple. Je dis bien des personnalités profondes que j'aimerais connaître, des relations profondes, un amour profond qui me happe et peut m'inquiéter. La comparaison de cette profondeur à certaines autres profondeurs plus mystérieuses, par exemple au contenu de certains vieux mythes des eaux, peut bien sûr nous renseigner sur une nouvelle dialectique des forces comme forme et des formes comme force, la profondeur étant leur repli. Ainsi puis-je parvenir à déchiffrer le sens secret de la profondeur. Je peux comparer... C'est un banc de poissons qui remonte les escaliers. Je peux comparer des structures rigoureusement objectives et formuler l'hypothèse qui peut unifier et regrouper ces structures. À la différence de Sartre, qui reprochait dans L'être et le néant à Bachelard de recourir aux imaginations matérielles des poètes pour, je cite, psychanalyser les choses, je crois qu'on peut s'appuyer, peut-être même qu'on doit s'appuyer sur Hugo pour travailler la mer. Donc ça, c'est la première leçon, celle qui touche à l'imagination matérielle de la profondeur. Mais bien sûr, deuxième leçon, c'est aussi à une réflexion esthétique que je veux me livrer avec vous. Car de la même manière, et c'est très frappant, que Kant s'était saisi de l'image de l'océan pour penser le sublime naturel, de la même manière, Hugo a besoin de l'eau, de son informité fluide, pour fonder sa propre esthétique et sa poétique du sublime. Travailler la mer, au tournant des années 1850, c'est inventer un nouveau sublime. Et enfin, dernière leçon,
après l'ontologie et l'esthétique, la poétique. Ce n'est pas moi qui présente Hugo comme un travailleur de la mer, c'est lui. On trouve dans une note de 1846 la formule suivante. « Le travail qui me reste à faire, écrivait Hugo, apparaît à mon esprit comme une mer, un entassement d'œuvres flottantes où ma pensée s'enfonce. » Vous savez quel est le nom que Hugo donnera au dernier projet de poème qu'il a animé les dernières années de sa vie? Le nom de cet entassement d'œuvres flottantes où sa pensée s'enfonce, ce nom, c'est Océan. J'essaierai de donner raison à cette description prodigieuse que Hugo lui-même donnait de son travail poétique dans la préface célèbre du William Shakespeare, un texte, si j'ose dire, de jeunesse, qui s'ouvre, le William Shakespeare s'ouvre par cette formule qui a été reprise par des biographes d'Hugo, « Il y a des hommes océans ». Et il glose, ces ondes, ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ce bruit de tous les souffles, ces noirceurs et cette transparence, ces végétations propres au gouffre, cette démagogie des nuées en plein ouragan, ces aigles dans l'écume, ces merveilleux levers d'astres répercutés dont on ne sait quel mystérieux tumulte par des millions de cimes lumineuses, têtes confuses de l'innombrable, ces grandes foudres errantes qui semblent guetter, ces sanglots énormes, ces monstres entrevus, ces nuits de ténèbres coupées de rugissements, ces furies, ces frénésies, ces grâces, ces tourmentes, ces roches, ces naufrages, ces flots qui se heurtent, ces tonnerres humains mêlés aux tonnerres divins, tout cela peut être dans un esprit, et cet esprit s'appelle génie. Et vous avez Échille, vous avez Isaïe, vous avez Juvénal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare, et c'est la même chose de regarder Sésame ou de regarder l'océan. Évidemment, Hugo voudrait que vous acheviez l'énumération, et vous avez Hugo. Il conclut, la poésie est immanente, il n'y a ni hausse ni baisse dans l'art, le génie humain est toujours dans son plein, toutes les pluies du ciel n'ajoutent pas une goutte d'eau à l'océan, une marée est une illusion, l'eau ne descend sur un rivage que pour monter sur l'autre, vous prenez des oscillations pour des diminutions, dire il n'y aura plus de poète, c'est dire il n'y aura plus de reflux. Je coupe, flot sur flot, vague après vague, écume derrière écume, mouvement puis mouvement, la poésie, c'est l'élément. Ontologie, donc, esthétique et poétique de l'eau. Nous avons donc des poètes apnéistes pour nous apprendre à mieux couler, ce qui pourrait s'avérer aujourd'hui d'une utilité imprévue. Donc je vais, dans les 10 minutes qui suivent, résumer ces 3 longues parties. D'abord, donc, l'ontologie de Hugo, ou travailler la mer dans les travailleurs de la mer. Il faut commencer par revenir un instant sur l'opposition du travail et de la mer pour mieux l'interroger. En effet, les travailleurs de la mer sont le théâtre d'un véritable retournement qui n'est pas sans portée pour nous et peut-être même pour les penseurs de l'écologie sociale ou politique d'aujourd'hui. Le roman s'ouvre, je l'ai évoqué il y a un instant, sur l'opposition nette et tranchée entre 2 principes. Ces 2 principes répartissent le travail humain d'une part et la destruction naturelle de l'autre. Je cite Hugo, c'est la première page du roman, quand il évoque Guernesey, il dit « Il y a là une laborieuse fourmilière humaine, à l'industrie de la mer qui fait des ruines, succède l'industrie de l'homme qui fait des peuples. » Donc on a l'impression que l'opposition est très tranchée. D'un côté, la destruction, de l'autre, le travail des hommes. Il le dit dans le chapitre 6 de cette première partie, quand il énonce ce qu'il appelle un principe de ruine. Ces formes, les formes de la mer et des rochers, éveillent l'idée de grandeur, mais non pas de beauté, loin de là. Elles sont maladives et hideuses. La roche a des nodosités, des tumeurs, des kystes, des échymoses, des loupes, des verrues.
Les monts sont les gibbosités de la terre. Alors là, il y a une pique. Madame de Staël, entendant monsieur de Chateaubriand, qui avait les épaules un peu hautes, mal parler des Alpes, disait « jalousie de bossu ». Ce qui est cruel, évidemment, c'est l'expression « qui avait les épaules un peu hautes », parce que c'est évidemment un understatement pour mieux lui planter le couteau entre les épaules un peu hautes. La beauté à ses lignes, poursuit Hugo, la difformité à les siennes, il y a le sourire et le rictus, la désagrégation fait sur la roche les mêmes effets que sur la nuée. Alors, on pourrait montrer que ce travail de destruction des lignes, qui est à l'œuvre dans la roche et dans les contours des îles, est évidemment celui qui est à l'œuvre dans la mer elle-même et dans le ciel. Et vous avez chez Hugo, à la fois dans sa poétique et dans son esthétique picturale, un Turner, évidemment, c'est-à-dire quelqu'un qui noie les frontières. Pourtant, cette opposition est loin d'être nette, et elle doit même faire l'objet d'une interrogation. En effet, on comprend vite que tout comme l'homme n'est pas le simple ouvrier du travail et de l'édification, de la même manière, la mer n'est pas le simple agent de la destruction et de l'effacement. C'est le chapitre 20 de cette première partie qui expose cette loi de proportion mauvaise. Il faudrait le commenter tout entier. Il s'appelle « Homo edax », c'est-à-dire l'homme se rongeur. Voilà ce qu'écrit Hugo. Et là, ici, ceux qui, parmi vous, ont des sensibilités écologistes, seront sensibles à cela. La mer édifie et démolit, et l'homme aide la mer, non pas à bâtir, mais à détruire. De toutes les dents du temps, celle qui travaille le plus, c'est la pioche de l'homme. L'homme est un rongeur. Tout sous lui se modifie et s'altère, soit pour le mieux, soit pour le pire. Ici, il défigure, là, il transfigure. La balafre du travail humain est visible sur l'œuvre divine. Tout borne l'homme, mais rien ne l'arrête, qui est une espèce de citation de Rousseau. Il réplique à la limite par l'enjambée. L'impossible est une frontière toujours reculante. À bien y regarder, donc, on mesure que l'homme ne contribue pas tant à l'édification par le travail qu'il ne seconde la nature dans son œuvre de destruction. Un appel constant, pardonnez-moi l'anachronisme, à la décroissance et au respect de la nature naturée se fait entendre dans les pages politiques de Hugo sur les côtes bretonnes. S'il est vrai que l'homme travaille à l'effacement comme la nature y œuvre, l'opposition entre le travail de l'homme et le principe destructeur de la mer doit donc être révisée. Mais il y a plus et plus important. La deuxième partie du roman est marquée par une extraordinaire catastrophe. Tandis que Gilliatt, le héros, rejoint sa nature animale, non seulement par la socialité, puisqu'il fréquente les oiseaux sur la Grande Douvre et qu'il tutoie les poissons, tandis donc qu'il s'arrache à l'humain à la mesure d'un travail inhumain, la nature, elle, dévoile son œuvre. Il est frappant que le chapitre que je vais évoquer soit un des derniers de cette deuxième partie. C'est-à-dire que le retournement soit total et qu'il se mesure, à plus de 300 pages de distance, le fait que Hugo reprend un à un, en les inversant, la formule même qu'il avait employée à propos de l'intérieur de la mer comme imagination de l'inconnu. Gilliatt, vous vous en souvenez peut-être, descend des Douvres et pénètre dans une espèce de caverne à moitié sous-marine. Et Hugo décrit cette caverne dans des termes qui sont assez traditionnels, qui sont ceux de l'antre des nymphes chez Homère, commenté par Porphyre. Et quand il commente cette caverne, voilà comment il l'a décrit. Il l'a décrit sous le titre « Ce qu'on y voit et ce qu'on y entrevoit ». Une des merveilles de cette caverne, c'était le roc. Ce roc, tantôt muraille, tantôt cintre, tantôt étrave ou pilastre, était par place brut et nu, puis tout à côté travaillait des plus délicates ciselures naturelles. On ne sait quoi, qui avait beaucoup d'esprit, se mêlait à la stupidité massive du granit. Quel artiste que l'abîme! Tel pan de mur, coupé carrément et couvert de rondes bosses ayant des attitudes, figurait un vague bas-relief. On pouvait, devant cette sculpture, où il y avait du nuage, rêver de Prométhée, ébauchant pour Michel-Ange.
il semblait qu'avec quelques coups de marteau, le génie eût pu achever ce qu'avait commencé le géant. En d'autres endroits, la roche était damasquinée comme un bouclier sarrasin ou niellée comme une vasque florentine. Elle avait des panneaux qui paraissaient de bronze de Corinthe, des arabesques comme une porte de mosquée, puis comme une pierre runique, des empreintes d'ongles obscurs et improbables. La résultante de ces difformités mystérieusement ajustées était, finit Hugo, on ne sait quelle beauté souveraine. Les œuvres de la nature, non moins suprêmes que les œuvres du génie, contiennent de l'absolu et s'imposent. Leur inattendu se fait obéir impérieusement par l'esprit, on y sent une préméditation qui est en dehors de l'homme, et elles ne sont jamais plus saisissantes que lorsqu'elles font subitement sortir l'exquis du terrible. Dans cet antre, qui est donc ouvragé comme un palais dessiné par Michel-Ange ou plus tard par Rodin, dans cet antre, Gilliatt sent une présence. Je cite ce texte qui va me servir après. On ne pouvait s'empêcher de rêver sous cette crypte, sur cet autel, quelque nudité céleste, éternellement pensive, et que l'entrée d'un homme aurait fait éclipser. Il était difficile de concevoir cette cellule auguste sans une vision dedans. L'apparition évoquée par la rêverie se recomposait d'elle-même, un ruissellement de lumière chaste sur des épaules à peine entrevues, un front baigné d'aube, un ovale de visage olympien, des rondeurs de seins mystérieux, des bras pudiques, une chevelure dénouée dans de l'aurore, des hanches ineffables modelées en pâleur dans une brume sacrée, des formes de nymphes, un regard de vierge, une Vénus sortant de la mer, une Ève sortant du chaos. Tel était le songe qu'il était impossible de ne pas faire. Il était invraisemblable qu'il n'y eût point là un fantôme. Une femme toute nue, ayant en elle un astre, était probablement sur cet autel tout à l'heure. L'esprit se représentait au milieu de l'adoration muette de cette caverne, une amphitrite, une Thétis, quelques Diane pouvant aimer, statue de l'idéal formée d'un rayonnement, et regardant l'ombre avec douceur. Travailler la mer, c'est donc montrer comment elle travaille la matière, et comment elle travaille aussi, non seulement la matière des songes, mais aussi l'imaginaire des corps. En effet, et je vais peut-être finir par là, je dirais en résumé 2 mots sur les 2 autres parties. Ah oui, non mais Hugo c'est Océan, hein, donc ça va. Hein. Une étrange correspondance traverse obstinément, et peut-être même souverainement, toute l'œuvre de Hugo. Ses poèmes comme ses romans, mais aussi ses productions graphiques et philosophiques, laissent partout affleurer, et c'est pour ça que j'ai lu ce texte, l'équivalence entre regarder une femme et sombrer dans un fluide. Alors, l'affrontement du regard se trouve doublement aux prises avec un tomber dedans. Pénétrer, se noyer dans celle que l'on regarde, comme aux prises avec une tourmente océane, mais se noyer aussi dans les tourments de son propre cœur, tomber dans l'informe des gouffres psychiques. Hugo, on le sait, a voulu placer l'entreprise des travailleurs de la mer sous le signe de l'ananké des choses, cette fatalité où nous emporte la nature du dehors et le cœur au-dedans. Or, ne l'oublions pas, c'est le premier chapitre, la figure de cette fatalité surgit dès la première page du récit sous la figure d'une ravissante fille qui passe dans la neige. La petite Déruchette qui écrit innocemment, mais avec la perversité inhérente à l'innocente, le nom de Gilliatt dans la neige comme une promesse d'amour qu'elle ne tiendra pas. Une nymphe à la grâce fugitive évoquant un vol de mouette au-dessus de la mer. Je cite Hugo, « Un oiseau qui a la forme d'une fille, quoi de plus exquis ?» Un homme regarde, c'est Gilliatt, pensif et mélancolique. Il regarde sa gradiva océane qui va le faire sombrer. Les 500 pages du roman vont déployer les conséquences de ce premier regard. Il serait facile de montrer, par un crochet par l'homme qui rit, combien l'homme qui rit, Gwynplaine, qui connaît l'amour sous une double espèce, c'est-à-dire Dea, la femme ange, et Josiane, la femme monstre, ne peut pas ne pas penser à Josiane comme à une mer, à un océan,
où il se perdrait. Cette perte de l'objet, suivie de la perte dans le milieu, a pour prémisse nécessaire, comme dans Les Travailleurs de la mer, un formidable combat du héros, une lutte avec l'objet même qui est en même temps un combat dans un milieu décrit par Hugo comme l'élément même du désir, sa vague, sa tourmente. Josiane, écrit Hugo dans L'homme qui rit, c'était, je cite, la chair. Il venait de voir une femme, et Hugo décrit cette femme de la manière suivante. J'évoque juste cette évocation magnifique. Évidemment, quand on coupe, on perd du temps. J'ai encore 5 minutes, d'accord. Alors donc il la voit dormir, et en la voyant dormir, il devine qu'elle est couverte d'une chemisette, disons, enfin on ne disait pas ça à l'époque, d'une chemise, et il devine ses formes. Et donc voilà comment Hugo décrit cette évocation. Par instant, la duchesse se déplaçait mollement sur le lit et avait les vagues mouvements d'une vapeur dans l'azur, changeant d'attitude comme une nuée change de forme. Elle ondulait, composant et décomposant des courbes charmantes. Toutes les souplesses de l'eau, la femme les a. Comme l'eau, la duchesse avait on ne sait quoi d'insaisissable. Chose bizarre à dire, elle était là, chair visible, et elle restait chimérique, comme la chimère des Travailleurs de la mer. Palpable, elle semblait lointaine. Gwynplaine, effaré et pâle, contemplait, exactement comme Gilliatt, il écoutait ce sein palpiter et croyait entendre une respiration de fantôme. Une déesse, un fantôme, une femme eau, Néréide ou naïade, il y a chez Hugo un lien d'essence qui est lié à l'imaginaire de la chair, entre l'imaginaire de la matière aquatique et l'imaginaire féminin. Vous savez sans doute que cette déesse absente qu'il croit avoir trouvée dans la caverne ne sera pas une femme, ne sera pas une déesse, ne sera pas une nymphe, ne sera pas une naïade ni une néréide, mais une pieuvre. La déesse absente n'était donc qu'un animal énorme, féminisé par Hugo sous le nom de pieuvre, caractérisée elle aussi comme un fantôme et comme un monstre tout à la fois. C'est en fait l'inversion absolue des valeurs où se découvre l'amour de Gilliatt. Au lieu d'une nymphe, c'est une monstruosité bien pire que la méduse elle-même. Au lieu d'un bras pudique, c'est une tentacule, quelque chose de mince, je cite, âpre, plat, glacé, gluant et vivant, qui vient se tordre dans l'ombre autour de son bras. Au lieu de la rondeur des seins, il n'y a, je cite, que de repoussantes formes, et pour toute douceur de peau, il n'y a que large viscosité, matière effroyable comme de la glu pétrie de haine, et pour toute caresse, il n'y a qu'une adhérence inarrachable, le baiser de la pieuvre. Enfin, les lèvres qui concentrent sur le visage de la jeune fille l'appel du baiser deviennent ici innombrables, collées à sa chair, cherchant à boire son sang, tant il est vrai que la pieuvre nous place au-delà du terrible, dans l'inexprimable fantasme peut-être d'être bu vivant par une bouche d'ombre. Et donc la pieuvre, si vous me permettez, c'est mieux que le requin, parce que le requin, notre imaginaire qui confond la peur de l'eau avec la peur du requin, ou qui a besoin du requin pour avoir moins peur des fonds, est une forme assignable avec des contours et des dents. Et ce que Hugo réussit de manière admirable avec la pieuvre, c'est pas tant ce qui pourrait valoir à tout ce paragraphe je ne sais quelle foudre féministe, c'est pas tant le fait qu'il donne à la pieuvre un corps de femme, c'est qu'il lui donne un corps d'eau. Il ne cesse de le dire. C'est un haillon, c'est une chimère, c'est pas une figure avec des contours, puisqu'elle est partout et elle est nulle part. Et à la fin du chapitre sur la pieuvre, il déploie un argument philosophique très intéressant sur le rapport entre forme et fond. Ce rapport entre forme et fond, et je résume la fin de cette étude, ce rapport entre forme et fond, il implique chez Hugo à la fois une esthétique
du sublime et une poétique. Une esthétique du sublime, puisque vous vous souvenez peut-être, ceux qui ont en tête ce texte, hein, qu'au moment de présenter l'analytique du sublime dans la critique de la faculté de juger, Kant se heurte à une difficulté que nous avons toutes et tous, à savoir décrire des paysages, décrire des lieux, décrire des expériences esthétiques que l'on ne peut pas résumer sous la catégorie de beau. Pourquoi on ne peut pas? Parce que, dit Kant, le beau implique un accord entre l'imagination et l'entendement. Ce qui est beau, dit Kant, c'est le fait, pour le dire de manière simple et non technique, de la reconnaissance. C'est-à-dire que même quand je vois quelque chose que je n'ai jamais vu, je me dis, comme on se dit toujours quand on va au musée, ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Or, le sublime, c'est pas ça, justement. L'expérience du sublime, Kant le dit, hein, c'est un débordement de la raison par l'imagination. Et dans le sublime se passe quelque chose que je suis obligé de penser à quelque chose que je ne peux pas me figurer. Et l'effet du sublime, dit Kant, il est double. Il est un plaisir, un ravissement, un arrachement, et il est une trouille, une peur, une angoisse. Et quand il prend un exemple mathématique qui est l'infini, parce qu'en effet, on ne peut pas penser l'infini par l'entendement, puisqu'il dépasse toute capacité qu'on aurait de le numérer, mais quand il prend l'exemple matériel, il prend l'exemple de la tempête sur l'océan. Et il dit, la tempête sur l'océan, ce qui nous terrifie et nous séduit, et il pense là à des peintres plutôt comme Horace Vernet, ce qui nous terrifie et nous séduit, c'est que c'est un emportement des formes dans une force non configurable. Or, c'est exactement, me semble-t-il, ce que Hugo déploie dans son imaginaire du sublime. Hein. C'est un imaginaire dans lequel, justement, la mer est, pour ainsi dire, une hyperbole aquatique de la force déformante. Et on trouverait une trace de ce sublime très vive, très présente, hein, dans la manière dont Hugo travaille, et j'en finis sur cette deuxième partie de l'esthétique, qui, comme vous le voyez, a été plutôt une flaque par rapport à l'océan de la première partie. Il décrit comment Hugo travaille la matière des papiers quand il les imbibe avec de l'encre ou avec du café. Vous savez qu'il jetait du café sur les feuilles hein, pour qu'elles aient justement qu'il y ait une espèce de trace hein, de la tache, de l'éclat. Il versait de la poudre dessus, etc. Et donc ce que Hugo cherche dans la mer, c'est une esthétique du sublime. Et puis, en dernière instance, mais alors là, je ne fais vraiment que le résumé, j'eusse aimé suivre cette esthétique du sublime dans la poétique. C'est ce qu'avait annoncé Pauline Métan tout à l'heure. C'est-à-dire montrer comment cette esthétique du sublime, qui est une esthétique du non-configurable, de la non-représentation, informe depuis les ballades, c'est-à-dire les tout premiers poèmes de Hugo, à la fin de son adolescence, au début des années 20, jusqu'à Océan, une poétique très particulière qui n'est pas simplement une poétique où la mer est un thème, mais où le mouvement de la mer, ce que et Baudelaire et Mallarmé retiendront, est une mise en forme, enfin une schématisation plutôt, du travail du vers, c'est-à-dire du rythme poétique. Puisque chez Hugo, le 12, hein, il faut pas croire comme souvent ce que disent les manuels, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, c'est-à-dire les destructeurs qui à la fois retiennent le vers mais l'explosent de l'intérieur de l'alexandrin, hein, n'ont pas trouvé chez Hugo un poète qui aurait maintenu en tout et pour tout l'alexandrin classique, mais au contraire un poète, ou même romantique avec le trimètre. Non, Hugo est quelqu'un qui, si on le suit, par exemple des voies intérieures à Océan, travaille sur le 12 et sur le E muet, qui est le temps faible ou le creux de la vague, qui permet de relier, j'avais de nombreux exemples à vous montrer, hein, la matière sonore du poème, qui est pour Hugo hein, la matière première du travail du poète. Donc, je conclus d'une phrase, hein, il me semble que voir la mer du dedans, imaginer, comme le dit Hugo, l'inconnu, c'est bien sûr nous donner des leçons d'esthétique, bien sûr nous donner des leçons de poétique,
Mais c'est surtout, et je le dis dans le cadre de ce festival, avec un peu de solennité, hein, c'est nous obliger, par l'écriture littéraire, à penser ce qu'est l'imagination matérielle de l'eau. Hein. Merci. Voilà, merci. Oui. Et je voulais remercier publiquement Fabrice Brandly qui m'a dit il y a 2 ans de relire Les Travailleurs de la mer. Voilà. Alors merci Martin Rueff pour cette percée dans l'œuvre de Hugo. On a encore 1, 2, 3 minutes pour les questions éventuelles. Je crois qu'il y a un micro qui tourne dans la salle, donc profitez de poser vos questions. Trop d'informations. C'est l'effet de la conférence noyeuse qui jette sur le rivage. Donc, s'il n'y a aucune question, je vous laisse retrouver Martin Rueff dans la librairie du festival pour la dédicace de ces dernières publications. Merci. Merci.